le chef-lieu des Rémences. Selon la même logique, pour se rendre à Marche, il faut entrer dans la vallée, car il faut remonter le cours du torrent. Donc, nous voyons qu'aux trois premiers termes que j'ai analysés, su, du, four, su, bas et outre, il y a deux autres termes, c'est yun et four. Nos informateurs valletins, qui ne disposent pas de ces deux termes, à l'heure actuelle en tout cas, pour le moment je n'ai pas trouvé ces deux termes, ils utilisent su pour les deux notions, ce qu'en évolénard on dirait chou et yun. Et ils utilisent bas, donc pour les deux notions de bas et de four. Avec 5 termes, l'expression est encore plus claire, et donc il n'y a plus aucune ambiguïté, et l'informateur voilà, peut s'expliquer avec un ensemble de détails encore supérieurs. Je vous signale seulement qu'en ce moment, je suis en train d'étudier ces mêmes phénomènes dans les parlers germaniques de la vallée d'Ost, et donc dans les parlers valser. J'ai déjà trouvé quelque chose qui est très semblable à cela, mais non pas dans une expression courante, mais un peu figée à l'intérieur d'un toponyme. C'est-à-dire que j'ai trouvé Endro-Zoolz et Ustro-Zoolz. Zoolz, c'est le nom d'un alpage, et donc Endro et Ustro pour dire dehors et dedans, parce que les deux alpages sont justement situés plus à l'intérieur et plus à l'extérieur de la vallée. Après, voilà, je ne m'arrête pas sur l'expression de Glessonel, mais c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'il s'agit d'une communauté très petite, et donc aussi l'expression de l'espace, évidemment, a moins d'occasion de devoir affronter la complicité du discours, parce qu'il est vraiment encore plus difficile de trouver quelqu'un qui arrive, qui ait besoin d'avoir des informations précises. Donc, en même temps, comme il s'agit plus d'une langue aussi plus en danger, parce qu'elle est petite et parlée par un nombre de locuteurs encore plus petits, la question est moins facile à développer et on retrouve moins tous les détails. Je vais un peu plus vite. Donc, j'ai pris ces notions et je les ai analysées à la lumière des études de Levinson sur les représentations de l'espace. Donc, Levinson parle de 3 frames of reference, c'est-à-dire que chacun de ces 3 systèmes de référence spatiale permettent d'exprimer la relation de celui qui parle avec l'espace. Donc, le premier frame est le frame intrinsèque. Ça signifie quoi? Que, par exemple, dans ce cas, il y a un refuge situé en altitude sur une vallée, et en franco-provençal, on dirait le refuge l'est su son zone de la Valagne. Donc, il est intrinsèque parce que justement, nous avons la forme de la vallée qui donne la position du refuge. C'est comme si on disait, par exemple, le chat est devant l'église. Il y a l'église, il y a le chat, et on comprend où sont placés les deux. Le deuxième frame est un frame relatif. Donc, c'est par rapport à celui qui parle. Moi, j'arrive en bas de la montagne, j'arrive sur la route goudronnée, je dois aller à gauche. Je dis, je vais à gauche. C'est par rapport à mon corps que je trouve la direction. Ces deux systèmes sont des systèmes que nous utilisons tous les jours. Donc, je ne m'arrête pas énormément parce que c'est le troisième frame qui est vraiment intéressant parce que c'est le frame absolu. Le frame absolu, c'est quelque chose qui n'est pas censé exister dans les langues soi-disant modernes, standardisées, européennes, occidentales. C'est-à-dire qu'au début de ces recherches, Levinson et les chercheurs qui ont suivi
ces idées, ont travaillé surtout sur d'autres continents. Parce qu'en réalité, justement, comme je disais, c'est surtout le frame intrinsèque et celui relatif qui sont utilisés dans les langues de nos jours contemporaines européennes. En quoi consiste le frame absolu? Le frame absolu ne tient pas compte de l'objet, ne tient pas compte de celui qui parle. C'est quelque chose, justement, d'absolu, qui n'a pas de lien avec le reste, qui fait partie de l'espace, du paysage. Dans ce cas, justement, quand par exemple, on trace cette ligne, qui est un trajet de la plaine, on va dire, jusqu'au col, au bout de la vallée, il y a un mot qui traduit ce frame absolu et qui est justement yun, comme on disait avant, ou bien su pour les valdôtains qui n'ont pas cette double distinction. Et il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que ça ne peut aller que dans cette direction-là. Évidemment, si on monte sur une pente à côté, mais qui n'est pas l'axe de la vallée, on n'utiliserait pas yun, on utiliserait probablement simplement su. Ou en tout cas, là où le seul mot utilisé, su, il a un autre sens, et ce qui se traduit après dans des différences que nous avons vues avant, qui ne correspondent pas à la latitude des localités. Alors, pour résumer, les trois frames of reference, dans le cas du frame absolu, pour résumer, donc on a parlé de 5 termes et de 3 axes. Allons un peu voir de quels axes il s'agit. Donc, il s'agit de l'axe vertical, de l'axe horizontal. Il s'agit des 2 axes avec lesquels nous nous confrontons tous les jours. Mais justement, comme je parlais au début de la complexité du relief et la complexité de la montagne, qui est faite d'une énorme quantité de plissage dans la construction du relief, il y a un 3e axe qui devient fondamental pour comprendre cela. Et c'est justement l'axe donné par le cours d'eau qui traverse la vallée et qui attribue à la vallée, qui donne à la vallée un sens, un haut, un bas et un mouvement. Et justement, c'est par le biais de ce mouvement que les personnes se rapportent quand elles doivent exprimer exactement une position ou un type de mouvement à l'intérieur de cette complexité. Et donc, voilà qu'on comprend mieux le fameux, la phrase de l'informateur des troubles qui part des troubles 1280 mètres, qui descend à Saint-Pierre 731 mètres et qui dit « Je veux su à Saint-Pierre ». Donc justement, nous avons seulement su, on n'a pas en Vallée d'Aoste su et yun, mais le fait qu'il utilise su tout en descendant est la preuve et c'est le moyen qu'il a à disposition pour exprimer le fait de remonter la vallée, qui est considérée la vallée la plus importante dans le dynamisme, oui, dans l'ensemble de la conformation de son espace. Voilà, encore quelques images pour montrer un peu ces mouvements. Le jaune pour montrer cet axe, donc, qui est un axe horizontal, on va dire, sur lequel peut se déplacer une personne, et qui est quand même un axe qui devient très important quand il rencontre l'axe vertical. Parce que justement, il n'y a plus seulement un haut et un bas au niveau absolu, mais il y a un sens, une direction dans le mouvement du haut au bas. Voilà, là c'est Val-Tournanche, donc comme on a vu tout à l'heure les localités sur lesquelles on s'est arrêté. Et donc le rôle crucial joué par le cours d'eau, et qui fait que les personnes qui s'expriment selon ces principes
ont donc une grande sensibilité au mouvement de l'espace et au changement de pente, non seulement au changement d'altitude, mais au changement de pente. Ce qui est intéressant, c'est que même quand ces personnes sont en dehors de leur vallée, ou en dehors même de la région dans laquelle ils ont l'habitude de se référer, les termes utilisés sont exactement les mêmes. Parce que il s'agit vraiment d'une façon de se représenter l'espace. Et il est intéressant parce que dans le dictionnaire du Pater-Devolen, j'ai cherché le mot Fura et Yun, et la question est seulement exprimée, définie sur la base de la vallée des Reins. Et donc, Fura serait synonyme de nord et Yun de sud. Quand en réalité, les personnes qui se déplacent, même les évolénages, j'ai eu l'occasion d'entendre les mêmes informateurs parler par rapport à d'autres vallées alpines, ils peuvent utiliser Yun et Fura, même dans d'autres vallées, et même si la vallée est orientée d'une façon complètement différente, où le Fura ne correspond plus au nord. Et cela peut être vérifié aussi dans des endroits où la pente est vraiment minimale, où l'on pourrait parler de plaine. Pourtant, pour ces informateurs, on retrouve encore les mêmes systèmes de référence spatiale, ce qui fait que j'ai enregistré des phrases, par exemple, d'informateurs qui parlaient de dessus et de bas, dans des endroits où des personnes qui ne venaient pas de la montagne n'auraient pas su saisir où étaient le haut et le bas. Et d'ailleurs, une personne qui venait de la ville de Firenze l'année dernière, en parlant justement de ces phénomènes, on ne parlait pas de l'objet de mes recherches, mais on parlait simplement de promenade et de déplacement dans la montagne, il disait « Voi valdostani avete una nozione di piano tutta vostra ». Parce que, justement, quelqu'un qui vient d'une ville italienne, qui n'a pas l'habitude à la montagne, à la très haute montagne comme chez nous, perçoit cette façon plus subtile, plus complexe, ou en tout cas très différente, d'exprimer le rapport à la pente. Après, juste un petit mot pour terminer, on peut aller beaucoup plus loin, et je pense que, voilà, c'est la raison pour laquelle ces recherches ne sont qu'au début, et elles permettront de trouver encore autre chose, même au niveau linguistique, parce qu'il y a aussi ces deux mots qui sont, disons, des qualificatifs qui permettent de situer quelque chose à l'intérieur de l'espace où il y a un Yun et un Fura. Et donc, il y a ces deux mots toujours à Evolen, qui permettent de comprendre si c'est du côté qui va vers l'intérieur ou du côté qui va vers l'extérieur. Pour vous dire que voilà, la complexité de la langue et la richesse de nuances qui sont à l'intérieur de la langue permettent vraiment de définir le rapport à l'espace d'une manière très subtile, très intéressante. Cristian, e se un se vous laissez magari quelqu'un fare delle domande. J'arrive en conclusion. Et à travers l'analyse des représentations de l'espace dans le domaine franco-provençal, nous nous rendons compte que le franco-provençal peut être analysé en tant qu'exemple rare, probablement le premier cas étudié en Europe, d'après ce que j'ai pu voir, de persistance de cet ancien frame of reference absolu. Et contrairement aux grandes langues de communication, qui pour s'adapter à des locuteurs diversifiés ont dû évoluer vers des formes d'expression plus neutres,
compréhensible de tout le monde. Les langues ancrées dans un territoire conservent, quant aux représentations spatiales, un style cognitif bien spécifique. En plus, et c'est une autre piste à explorer, si on prend en considération les nombreuses études sociolinguistiques, notamment Trudgin, probablement le mode de transmission, qui a toujours été spontané, familial, et qui n'a jamais dû être codifié dans le cadre d'une éducation, d'une transmission scolaire de la langue, n'a pas rendu nécessaire cette simplification qui a été faite dans d'autres langues, justement pour les rendre plus facilement aptes à l'enseignement et à l'apprentissage scolaire. Et les conclusions, donc, il est intéressant de voir la relation qui peut être établie entre une langue et les systèmes cognitifs sous-jacents. Donc, on a parlé de ce frame absolu au cœur de l'Europe. Et maintenant, justement, par le biais de ces premières recherches que je suis en train de mener en terre germanique, je me rends compte que les référents spatiaux dans les autres langues alpines existent peut-être aussi. Et donc, voilà la grande question. Il existe peut-être des ressemblances au niveau structurel des langues alpines, peut-être de toutes les langues des pays de montagne, justement parce qu'il y a cette interrelation entre système cognitif, territoire et langue. Et dernière conclusion, dernière question, on peut se demander aussi quel rôle le langage peut jouer dans les processus cognitifs, parce qu'il y a certainement un lien entre processus cognitif et langage, d'après ce qui paraît émerger de ces premiers résultats de recherche. Voilà, je vous remercie.